Bon, je pense qu'on peut commencer puisqu'on est tous réunis. D'abord, je suis vraiment extrêmement gratifié de participer à ce forum mondial des femmes pour la paix qui est organisé par les guerrières de la paix, qui est une ONG, une association que je suis depuis un certain temps. Je connais Anna Assouline qui est ici, qui me filme. Je la remercie. Et également Sonia Terrab. Elles ont toutes les deux réalisé un documentaire que vous avez déjà vu ou que vous allez voir et qui raconte finalement ce qu'on est en train de se dire ici en direct. Donc moi, je suis extrêmement gratifié parce que je crois qu'il y a quelque chose de l'ordre du fragile espoir, d'une très faible respiration en ce moment. Et on le sait en Israël-Palestine à quel point en ce moment même cette région est meurtrie. Et pour autant, voilà, vous tous et vous toutes, vous êtes ici parce qu'il y a quelque chose encore à ranimer. Il y a ce brasier qu'il faut ranimer absolument et sur lequel il faut souffler pour que ce feu d'espoir reprenne et gagne tous les cœurs. Donc c'est un peu poétique, mais c'est une façon de vous dire que je suis vraiment puissamment et authentiquement gratifié d'être ici et entouré de ce panel formidable avec beaucoup de voix qu'on va entendre et qui vont nous apporter énormément de choses dans la conversation. La thématique de cette table ronde, c'est un nouveau narratif de paix, de reconnaissance mutuelle et de réconciliation. Et je voudrais en fait ouvrir le propos en citant un écrivain qui s'appelle Marc Bloch et qui en 1940 a écrit un livre qui s'appelle L'étrange défaite. Et il dit la chose suivante, que chacun dise franchement ce qu'il a à dire. La vérité naîtra de ses sincères et de ses sincérités convergentes. Et je voudrais que ça anime un peu le propos qu'on aura, que chacun se dise ce qu'il a à se dire d'abord, même si on en a gros sur le cœur, même si on est animé par une forme de colère, il faut parfois pouvoir dire sa colère pour faire un pas vers l'autre, avancer et aller vers quelque chose qui s'appelle l'empathie et être à la place d'autrui tout à coup. Si je sais que tu souffres et que tu me dis que tu souffres et que tu me le dis avec tes mots, alors je peux comprendre comment tu souffres et me mettre à ta place. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Et je pense que c'est un point de départ justement pour cette table ronde, si on y pense. Est-ce que la réconciliation est possible? Et si oui, à quel prix? Celui précisément, et c'est pour ça que cette table ronde est intéressante, celui de la reconnaissance mutuelle. Dire à l'autre, tu n'es pas ce que tu fais, tu n'es pas ce que tes compatriotes m'ont fait, ou même peut-être tes amis. Tu n'es pas ce que tu m'as fait à moi, le Palestinien. Tu n'es pas ce que tu m'as fait à moi, l'Israélien. Tu n'es pas ce que tu m'as fait à moi, le Juif. Tu n'es pas ce que tu m'as fait à moi, le chrétien. Tu n'es pas ce que tu m'as fait à moi, le musulman. Non, tu n'es pas ce que tu m'as fait, à condition que tu deviennes ce que tu es. Et j'ai autour de moi des hommes et des femmes qui sont devenus qui ils sont précisément, par le jeu, par l'ironie, par le concours des circonstances tragiques parfois, on en parlera, ou des circonstances heureuses pour d'autres, la recherche, l'histoire, la spiritualité. J'ai à mes côtés, et j'ai beaucoup de chance, je vais vous les présenter brièvement, Marianne Pearl, qui est ici et qui nous fait l'honneur de nous accompagner aujourd'hui. Elle est journaliste, elle est auteure, elle est aussi la veuve de Daniel Pearl, qui a été assassiné par des fanatiques en 2002. Assassiné parce que journaliste, assassiné parce qu'américain, assassiné parce que juif. Elle porte, Marianne, une réflexion sur la mémoire, sur la transmission, sur la dignité face à la violence et sur le rôle du récit pour transformer la haine. C'est précisément l'objet de notre table ronde aujourd'hui. Autant de points communs, je crois. Vous pouvez l'applaudir évidemment et vous pourrez applaudir évidemment tout le monde ici. Autant de points communs, je crois, avec Ali Abou Awad, haute conscience palestinienne, très haute conscience palestinienne, militant pacifiste. Son idéal, il l'a forgé, Ali Abou Awad, par son parcours qui a été marqué par l'emprisonnement, son parcours qui a été marqué par la perte de son frère, l'un de ses frères tué en Cisjordanie par l'armée israélienne, et marqué son parcours par la volonté de transformer la douleur en une action non violente. Voilà pourquoi c'est aussi important de l'applaudir et d'être prêt à écouter ce qu'il va nous dire. J'ai juste à ma gauche ici Florian Chinsky.
femme et rabbin de France, une des premières ordonnées dans le monde francophone, si je ne me trompe pas. Vous m'arrêtez si je me trompe, hein. Vous pouvez m'interrompre à tout moment, évidemment. Florian Chinsky, engagé puissamment sur les questions éthiques, sociales, le dialogue des religions, qu'on appelle parfois un peu pompeusement interreligieux, mais c'est le dialogue des religions. Vous incarnez, Marianne, une spiritualité juive qui refuse le repli et qui prône l'ouverture, et c'est pour ça qu'on peut l'applaudir. Ce sont des ponts que cette femme construit. Des ponts, il y a également Yael Admi qui en construit. Yael Admi, elle a fondé il y a quelques années de cela, en 2014, en Israël, une association qui s'appelle Women Wage Peace. Elle l'a fondée en 2014, on en parlait tout à l'heure. 2014, c'était un moment où on a vécu une très violente guerre à Gaza, bien moins violente que celle qu'on connaît aujourd'hui, évidemment, mais qui a été un moment assez fondateur aussi dans sa propre histoire, parce que c'est à ce moment-là qu'elle s'est dit c'est fini, il faut arrêter ça, on va vers le chaos, on va vers l'enfer. Vous aviez fait preuve de préscience, puisqu'aujourd'hui, on est 2 ans après le 7 octobre 2023 dans quelque chose dont on a peine à voir l'issue. Mais en tout cas, votre engagement, il commence en 2014. 2014, pour vous dire un mot, je suis journaliste, j'ai vécu 4 ans à Jérusalem et j'ai couvert cette guerre de 2014 à Gaza. C'était très violent, mais bien moins violent que, évidemment, ce qui se passe aujourd'hui. Mais en tout cas, pour revenir à vous, Yael, ce que je voulais dire, c'est que votre engagement, il était né à ce moment-là, que vous êtes à la tête d'une association qui représente 50 000 membres en Israël, ce qui est énorme, en Israël et en Palestine. C'est beaucoup, c'est pas rien, c'est pas une toute petite voix, c'est un muscle tonique, c'est quelque chose de très fort. Et puis vous êtes aussi la mère de 6 enfants et de 13 petits-enfants, c'est ce que vous m'avez dit, et c'est ce message qu'elle porte à toute sa famille. Il y a également un peu plus loin à votre gauche Abdellah Ouzitane, alors qui m'a dit je suis politiste. Donc il enseigne la science politique, mais il ne fait pas que ça. En tant que Marocain, vous êtes le président fondateur du Centre études recherche de droit hébraïque au Maroc, et Dieu sait qu'il y a quelque chose de l'entremêlement de ces droits, le droit hébraïque, le droit musulman, le droit marocain, et vous êtes au centre de tout ça, et vous avez choisi aussi d'en faire une de vos activités principales, avec également la Maison pour la paix au Maroc, et donc qui est un engagement fort. Vous avez été rencontré de nombreux dignitaires sur la planète, le pape, je crois, vous m'avez dit, également le président de l'État d'Israël, Isaac Herzog. Donc ça veut dire que voilà, vous êtes quelqu'un qui est aussi dans la construction de ponts, et il faudra qu'on revienne sur cette notion de pont. Donc je vous propose également de l'applaudir, Abdellah Ouzitane. Et puis c'est avec vous Zor Rerihil. Il faut me corriger, hein, n'hésitez vraiment pas. Je vais commencer. Alors je vous présente brièvement, parce que vous représentez quelque chose d'extrêmement dense et parfois peut-être effrayant, l'histoire, la grande histoire, les musées. Ces livres que parfois on a de la peine à ouvrir, mais qu'il faut savoir à un moment donné ouvrir, se plonger dans ces pages, écouter les gens qui font vivre les musées. En l'occurrence, vous êtes la conservatrice du musée du judaïsme marocain à Casablanca. Et vous savez à quel point vous, le monde arabo-musulman et le monde juif ont une histoire intime, pluricentenaire, entremêlée, vertueuse, on peut même dire ça, et sans doute plus ici au Maroc que nulle part ailleurs au monde peut-être, hein. Et à Essaouira en particulier, qui a une très très grande histoire. Ça, vous le savez mieux que moi, parce que vous êtes des résidents d'Essaouira et pas moi. C'est une ville que je découvre et je suis très heureux. En tout cas, voilà, Zor, vous êtes aussi un pont concret, un pont très concret entre les Juifs et les musulmans unis ici au Maroc, et raffermis par la coexistence. Et donc c'est avec vous que je vais commencer. Je vous propose un premier tour de table de 3 minutes seulement, 3 minutes, histoire que chacune des femmes et chacun des hommes ici réunis entendent d'abord vos voix, après la mienne parce que je parle beaucoup, et comme ça on va pouvoir se passer le micro. Mais
Je vais commencer avec vous, Zor, parce que on parlait d'histoire, et historiquement, la situation, elle n'a jamais été aussi noire en Israël-Palestine que celle que l'on vit en ce moment. Nuit noire, on peut même dire ça. Je fais une toute petite parenthèse. Je pense qu'on peut attendre longtemps que le jour se lève. Moi, je pense que c'est la nuit qui finit un jour par se retirer. Et c'est peut-être vers ça qu'on ira. J'ai une pensée au moment où on va se parler, une pensée pour Gaza, où Gaza, on est en ce moment même sous le feu indiscriminé de l'armée israélienne. Gaza, où sont morts des dizaines de milliers de civils innocents, des civils non combattants, c'est très important. Gaza, où survivent comme ils le peuvent, dans des conditions infernales, des millions d'innocents, des femmes, des hommes, des enfants, des vieillards. Gaza, où survivent aussi comme ils le peuvent d'autres innocents. Ils sont une toute petite poignée, détenus on ne sait comment, dans des conditions absolument abjectes. Des innocents, une vingtaine encore vivants, des innocents israéliens encagés dans les tunnels du Hamas. Une pensée également pour la Cisjordanie, étranglée, étouffée, occupée par l'armée et le gouvernement actuel israélien. Et puis une pensée, j'y tiens très, très, très profondément pour tous les cœurs brisés à Jenin, à Tel Aviv, à Haïfa, à Ramallah, à Jérusalem, à Khan Younes, au kibbutz Be'eri, à Hébron, à Bethléem, à Beersheva. Le cœur des hommes, le cœur des femmes, le cœur des mères, de toutes les mères qui ont perdu l'un des leurs ou qui attendent le retour de l'un des leurs, pour commencer à soigner ces plaies béantes, ces plaies encore ouvertes, ces cicatrices. Le cœur brisé, celui d'être humain, modeste passager, Zor, de la grande histoire. Première question, 3 minutes, elle est dure. Hein. Qu'est-ce que peuvent ces modestes passagers que nous sommes dans cette grande histoire, et qu'est-ce qu'elle dit, cette grande histoire de la tragédie qu'on vit en ce moment en Israël et en Palestine? Merci pour la question. Merci Guillaume. Je suis tout d'abord très contente d'être là aujourd'hui avec vous. Je remercie les organisateurs et les organisateurs de ce forum mondial. C'est une question qui est c'est très difficile de répondre, mais en tout cas, ce que je dois dire, autant que femme marocaine, c'est-à-dire je suis conservatrice d'un musée, un musée juif, le premier dans le monde arabo-musulman. C'est un musée, en fait, c'est une institution qui est une initiative d'une communauté juive qui existe encore là au Maroc. Justement, lorsqu'on parle de ce conflit-là israélo-palestinien, il faut savoir qu'on fait partie de ce monde, nous, Marocains. Moi-même, j'appartiens à une génération qui a été beaucoup marquée par le conflit israélo-palestinien. D'ailleurs, moi, dans l'une de mes interviews, le premier facteur, bien le premier point qui m'a encouragé, ou bien les premiers points, ou le facteur qui m'a motivé à s'intéresser à l'élément juif au Maroc, je dois rappeler que je suis lauréate de l'Institut national des sciences de l'archéologie et du patrimoine au Maroc. C'est-à-dire que c'est une institution nationale qui forme les archéologues et les conservateurs et les anthropologues au Maroc. J'appartiens à la deuxième promotion de cette école, et donc j'étais la première en fait qui s'est intéressée à l'élément juif, à la culture juive du Maroc, à la mémoire du Maroc, déjà en 1991. Pourquoi ? Parce que j'étais marquée par ce conflit israélo-palestinien. C'est-à-dire c'est le conflit israélo-palestinien qui m'a poussée, moi, autant que marocaine, à s'intéresser à la culture juive du Maroc. Moi, j'étais dans une école publique marocaine, il n'y avait pas de juifs. D'ailleurs, je suis née en 67. C'est une génération. Moi, je n'ai pas connu de juifs à l'école. Mais qu'est-ce que j'ai connu, en fait? C'est cette guerre, ce conflit qui est tout le temps évoqué dans les chaînes de télévision. Donc, comme tous les Marocains, d'ailleurs, on a été beaucoup marqués. Et donc, moi, j'ai grandi, en fait, en apprenant les poèmes de Ahmed Dahbour, de Mahmoud Darwish. Je portais le kéfier aussi. Très beau poète à palestinien. l'école, au collège, au lycée. Et après, en faisant, en fait, l'école d'anthropologie et d'archéologie, parce que je voyais, en fait, dans les bibliographies, on faisait toujours des recherches. Souvent, dans les bibliographies, il y avait beaucoup de sujets ou bien de livres qui traitaient, en fait, le sujet juif. Je me disais, il y avait beaucoup de juifs au Maroc. Ah là, c'est intéressant. Et à la fin, en fait, de mes études en anthropologie, j'ai choisi, en fait, de travailler sur le sujet juif. Pourquoi ? Parce que je voulais, en fait, savoir, comme tous les Marocains d'ailleurs,
déjà, je dois rappeler une chose, les Marocains n'ont pas de déni. C'est-à-dire, on sent qu'on a une mémoire juive, parce qu'il y avait une présence juive millénaire au Maroc. Le judaïsme marocain, il a 2000 ans. Donc là où vous partez au Maroc, il y a une trace juive. Et nous avons une mémoire familiale collective. Et nos parents, à nous, Marocains musulmans, nos grands-parents, ils ont réussi cette transmission. Ils ont transmis. Et donc, je reviens à votre question, c'est-à-dire, oui, le conflit israélo-palestinien, tout le monde, je pense, l'humanité entière est marquée. Et moi, autant que conservatrice, ce qui m'a poussée à s'intéresser à la culture, au sujet juif, à l'histoire des Juifs au Maroc, c'est justement ce conflit israélo-palestinien. Voilà. Eh ben, on va demander, on va poser la question. Alors d'abord, parfait, vous avez fait 2 minutes 40. Mais non, je plaisante, c'est une blague. Mais on aura le temps de parler de toute façon, justement, encore une fois, sur cet enracinement pluricentenaire, plurimillénaire peut-être, de culture. Et c'est très intéressant la manière dont vous avez plongé, en fait, dans cette histoire. Cette question, je peux la poser aussi à Abdellah Ouzitane. Là aussi, de manière très brève, pour que celles et ceux qui nous écoutent entendent le son de votre voix et comprennent votre engagement. Dans votre parcours personnel, à vous, c'est quoi le moment qui fait qu'à un moment donné, vous prenez le chemin du dialogue, le chemin de la main tendue, le chemin de l'écoute? C'est quoi? Vous êtes adolescent, vous avez un micro? Non? Ah, mais il arrive. Un moment très concret dans votre parcours qui fait que vous prenez ce chemin-là à vous. Merci Guillaume et merci pour cette belle assemblée d'être présente, en tout cas dans ce moment extrêmement précieux. Je tiens tout d'abord à adresser mes vifs remerciements, vraiment, à toutes les actrices. Et moi, je les appelle les actrices et non pas les organisatrices ou organisateurs, et acteurs, parce que vous êtes épaulés aussi par des hommes, pour cette belle initiative, et que je qualifie d'une initiative humaine d'abord avant tout, parce qu'elle converge vers ce que j'appelle très souvent cette commune humanité que nous partageons. Et je ne vous apprends rien, bien évidemment, aujourd'hui. Les circonstances très particulières que l'humanité traverse sont extrêmement difficiles, douloureux. Et c'est ce qui fait qu'à juste titre, Guillaume, ta question, elle est plus que pertinente et d'actualité. En ce qui me concerne, et en toute humilité, c'est très difficile de faire autrement quand on est marocain ou quand on est d'Essaouira. Moi, je suis natif d'Essaouira. Et très difficile d'un Souiri ou un Marocain de tourner le dos à ce qui fait la richesse de son identité. Et on peut le dire, l'identité juive, tout à l'heure, Zohar a parlé de la mémoire juive, elle est présente. Et moi, je peux même aller encore plus loin, à mon avis, beaucoup plus que 2500 ans. Et cette richesse de cette histoire profonde, elle est là. Et je dis souvent que quand une identité est niée dans ce qu'elle peut apporter à l'universel, la haine et la violence ne sont jamais trop loin. Et pour bâtir un demain, on l'espère le plus rapidement possible, serein, seul l'engagement et la détermination, et bien évidemment l'échange, c'est ce que nous faisons aujourd'hui ici, à Essaouira, peut nous rassurer et peut apporter une contribution pour que demain soit beaucoup plus serein et beaucoup plus promoteur. En ce qui me concerne, et d'une manière très brève, cet héritage, je me suis posé la question avec mes amis professeurs universitaires pour la plupart et des experts aussi, lors d'une visite à Essaouira, c'était il y a un peu plus de 9 ans, et je me suis dit, il y a un patrimoine, la Constitution, je ne vous apprends rien, de 2011, dans son préambule, elle consacre une place importante pour les affluents hébraïques. Et c'est une fierté aussi de le dire que la seule constitution au monde qui fait référence aux affluents hébraïques est celle de 2011, la constitution marocaine. Et jusqu'à aujourd'hui, les chambres rabbiniques sont encore opérationnelles et fonctionnelles ici même au Maroc. Et c'est une exception mondiale. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à creuser et vous avez fait certainement un enseignement et on doit tirer un enseignement justement de ce que le Maroc apporte en termes de lumière au monde et peut-être cette lumière qui doit à un moment donné éclairer le chemin de celles et ceux qui traversent l'enfer en ce moment en Israël et en Palestine et à Gaza en particulier, mais en Cisjordanie aussi, d'où vous venez, Ali Abou Awad. J'ai rappelé brièvement votre parcours.
vous avez été emprisonné, vous avez perdu un de vos frères. Est-ce que vous vous souvenez, dans votre jeunesse, votre parcours, le moment vraiment déclencheur où vous transformez votre lucidité sur votre environnement? On sait bien que la Cisjordanie est occupée. Vous transformez votre douleur à vous, parce que vous avez perdu votre frère, en une action et en un mode d'action constructif. C'est quoi le déclencheur? À quel moment vous vous dites « ça y est, c'est maintenant » ? I think what we face in our life should not decide for us the direction, but what decides for us is the way that we understand these events. When I was young more, I participated in that hunger strike I told you about in the prison with my mother to visit each other. Then actually my political mind of resisting Israel was transformed. Not from a place of reconciliation, but from a place of resistance. So I still could be angry, still didn't know who are the Israelis. But I just wanted to win over them, non-violently. That has nothing to do with reconciliation. And after I lost my brother, and suddenly there is a group of Israeli bereaved parents in my home, came with respect, came with understanding, came with empathy, and came with support. Even for my political cause of freedom, this transformed me totally. Because, and believe me when I say that, when they call us to come to my home, I was shocked, because Israelis used to be in my home, but they never call. Okay? Number two, to see a Jewish mother or a Jewish father coming with respect and with tears in their eyes, this is like not real. I mean, I grow up in an environment that taught me that Jews has no tears. They are not human. And suddenly, those who blinded me by the occupation has opened my heart by their victimhood. And this transformed me totally. And last, when my mother actually made the step to join them in their efforts and hard efforts for transformation and reconciliation, I realized that human beings always are in struggle. It's not exactly or necessarily you be in a conflict. You have conflict in your home, you have conflict in your neighborhood, in your country, in your family. But we always struggle for what? That's a big question that we need to ask ourselves. For what? And what is success? And how do we define success? And how can we really be courageous enough to go beyond our own needs to the collective need? So I think there was a point in my life that I managed to move these feelings of anger from my heart to my mind when I had the hunger strike. But then after meeting bereaved Israeli families, I moved these feelings back to my heart, because they become residents in my heart. C'est important. And when people ask me, how are you able to go on? Then I say, I learn not to be the citizen of my pain, but to be the resident of it. So I just visit there, but I don't live there anymore. Très intéressant ce que nous dit Ali, parce que ça va être au centre évidemment de la conversation qu'on a, et il y a ce thème de l'empathie, on en parlait tout à l'heure, mais l'empathie c'est ça, c'est se mettre à la place d'autrui, d'être une mère juive et de venir pleurer la mort d'un gamin palestinien
C'est ça l'empathie, c'est se mettre à la place, c'est les larmes qui coulent et tout à coup, on se dit qu'on est tous des êtres humains. Et Marianne, là aussi, je vais vous poser une question parce que vous avez un point commun avec Ali. Vous avez perdu un être cher, très proche, très puissamment cher. Vous avez perdu votre mari, comme je le disais, Daniel Pearl, assassiné en 2002 par des fanatiques. Vous auriez pu prendre le chemin de la colère, le chemin de la rage, le chemin de la haine. Vous vous êtes sans doute retrouvé à ce croisement-là. Ma question, là aussi brièvement, pour qu'on entende votre voix et qu'on comprenne qui vous êtes retrouvé à cette intersection-là. Vous avez choisi de construire plutôt que d'être emprisonné dans la rage. Est-ce que vous avez hésité à prendre le chemin de la dignité et de la construction? Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit « je vais faire une erreur si je suis trop gentille » Est-ce que vous avez hésité? Non. J'ai pas hésité parce que, en fait, au Pakistan, donc mon mari était le chef de bureau pour le Wall Street Journal et il couvrait les événements post 9/11. Et en fait, le lendemain de sa disparition, la maison où je résidais, donc au Pakistan avec lui, s'est remplie de gens qui sont venus des États-Unis, qui étaient venus du Pakistan, de France, parce qu'il n'y avait pas de doute sur le fait que ce soit Al-Qaïda qui l'ait enlevé, et qu'on est très près du 11 septembre, et donc il n'y avait pas de doute sur le contexte dans lequel on se trouvait. Et en fait, il s'est trouvé que dans cette maison se sont réunis des gens qui ne se réunissent jamais. C'est-à-dire, il y avait un hindou, il y avait 2 juifs, peut-être les seuls 2 juifs qui étaient au Pakistan à ce moment-là. Il y avait des policiers, des journalistes, des femmes, des hommes. Et moi au milieu de tout ça, moi qui suis bouddhiste. Et en fait, on s'est retrouvés comme une espèce de microcosme de tout ce que... de ce qui représentait en fait l'opposé de ce que Al-Qaïda, qui en l'occurrence était l'organisation concernée, détestait, enfin était en guerre contre. Non, on est devenu un espèce. Enfin, dans cette maison, j'ai vu ce microcosme de gens qui se parlaient jamais. Les hindous contre les musulmans, les Américains contre les Pakistanais, les journalistes et les flics. Les femmes et les hommes, enfin voilà, il y avait tout pour recréer les conflits en fait qui étaient en cours, Et là, en fait, ma réaction, ça a été d'asseoir tout le monde et de leur dire, écoutez, dans cette pièce, il n'y a personne de plus déterminé que moi à retrouver mon mari, donc je ne vais pas vous donner son ordinateur. Je ne vais pas vous donner les éléments dont vous avez besoin pour faire votre enquête. Et vous allez constituer avec moi un quartier général et on va chercher tous ensemble. Et je n'ai pas le temps pour vos conflits. J'ai pas le temps pour vos divisions. On est ensemble. Al-Qaïda nous fait mal à tous. Donc là, pendant le temps que ça prend, vous allez travailler ensemble. C'était pas facile, ça a pris du temps, il y avait beaucoup de préjugés. C'était la première fois pour tous les gens concernés de collaborer ensemble comme ça. Mais ils ont reconnu que Al-Qaïda faisait du mal à tout le monde, comme Hamas fait du mal à tout le monde aujourd'hui. Et on a constitué cette équipe pendant 3 semaines qui a, jour après jour, en fait, laissé tomber ses défenses. Et je crois que cette expérience a été un point déterminant pour moi, pour dire je ne peux pas abandonner, quoi. Parce qu'on a réussi en fait à aller au-delà des divisions qui étaient profondes. Merci Marianne pour cette brève présentation et de ce moment charnière en fait dans votre histoire. C'est fascinant d'entendre comment une femme ou un homme change de perspective avec des larmes, ou alors parce que dans une maison à un moment donné tout le monde se réunit, des gens qui ne se parlent pas, ne peuvent pas se parler, et tout à coup vous avez le contre-champ absolu de ce qui a motivé l'assassinat de votre époux, et vous misez sur ça. C'est très inspirant. Que dit la spiritualité, Florian Chiński? Vous êtes femme
rabbins, on a entendu des parcours, des histoires, la mémoire, les larmes, l'engagement, le droit à aller chercher ce qui fait le sel d'une coopération, le conflit israélo-palestinien qui nous mène à nous intéresser aussi au pays dans lequel on vit et dans lesquels les racines juives sont importantes. Et vous, Marianne, vous êtes femme, rabbin, qu'est-ce qu'elle dit, la spiritualité, dans tout ça? Alors déjà, je vous remercie de l'avoir constaté, je Floriane. suis une femme. Floriane, pardon. Du coup, ma punchline... Non, pardonnez-moi, je suis une femme. Et peut-être ça, c'est un des éléments importants dans nos vies. La réalité nous place devant des obstacles. Et la question, c'est est-ce qu'on se laisse arrêter par ces obstacles ou est-ce qu'on arrive à passer la vitesse supérieure à chaque embranchement pour avancer davantage et que les obstacles se transforment en force? C'est pas une donnée, ça dépend sans doute de beaucoup de choses, de ressources intérieures, de qui on croise, et c'est la raison pour laquelle ça me semble tellement important qu'on soit ensemble ici. Et moi, je dois vous dire que de toutes ces rencontres, je reçois infiniment de force et que c'est bienvenu face à tous les obstacles. Donc voilà, effectivement, vous avez constaté que je suis une femme, que je sois rabbin, ça ne se voit pas. Pas tellement. Par contre, ce qui nous unit est très présent en moi, ce désir d'activisme. Et ce que je voudrais dire, c'est que dans mon action, je me suis focalisée sur une chose essentielle pour moi-même et qui fait aussi que je suis tellement heureuse d'être là, qui est que chaque personne a le pouvoir d'agir dans la sphère où nous avons le pouvoir d'agir. Et donc, comment est-ce qu'on s'empare de cette sphère pour agir? Et c'est pour ça que je suis tellement heureuse, puisqu'on parle du conflit israélo-palestinien, que ce ne soit pas moi qui en parle. Parce que même s'il faut dire quelque chose, je le dirai, mais les personnes légitimes pour en parler, ce sont Ali et ce sont Yael, et on leur donne leur voix, et je trouve ça essentiel. Et de la même façon, on a aussi besoin de parler de la paix et de ne pas se laisser diviser, et pas se laisser diviser entre juifs et juives et musulmans et musulmanes, et de refuser les instrumentalisations. Et là, les personnes qui sont bien placées pour ça, et elles le sont excellemment, c'est les guerrières de la paix. Et moi, là où moi je suis placée, c'est que j'ai hérité un judaïsme d'amour, de construction sociale, de joie d'être ensemble, de petites pratiques sympas, d'engagement, de militantisme. J'ai hérité de ça, et c'est le narratif que j'ai reçu initialement. Et ensuite, il a été confronté à des obstacles. Donc, tu es une femme, ne fais pas ceci. Tu es libérale, ça ne compte pas. Ou voire même des choses un peu horribles que certains disent que je ne vais pas forcément citer. Mais même, on m'a dit à moi personnellement, telle histoire, arrête d'inventer, arrête d'inventer. Et la personne qui m'a dit ça, c'était une personne qui avait l'air très légitime parce qu'elle avait un chapeau et une barbe. Elle disait ça d'un air très sérieux. Et c'est une des raisons... il y a eu d'autres choses derrière qui m'ont donné la force de le faire, mais c'est une des raisons pour lesquelles j'ai décidé, moi, de confronter les narratifs. J'ai décidé de confronter les narratifs et d'aller chercher le savoir et ce qu'est vraiment le judaïsme. Et je suis allée le chercher. J'étais étudiante en droit normal, comme beaucoup d'autres à Paris. Et j'ai décidé, pour moi, c'était vraiment hallucinant d'aller étudier pour être rabbin en Israël, pour confronter les narratifs que je porte encore aujourd'hui. Et là, pour qu'ils s'expriment, c'est dans une nouvelle synagogue que je crée, parce qu'il faut trouver des lieux pour porter ces narratifs, comme on le fait toutes et tous ici, on va en ce parler. qui est très impressionnant. On va en parler, merci beaucoup pour cette brève introduction. Alors, je dis à nos panélistes qu'on n'a pas nécessairement beaucoup de temps, donc si on peut rester sur ce format-là, en fait, de réponses plutôt courtes et plutôt brèves, ce qui permettra un échange assez fluide de nos micros et de la conversation, ça serait super, comme ça tout le monde a l'occasion d'aller un peu plus loin. Moi, j'ai un peu
peu envie de regarder cette conversation qu'on a là, après ces brèves présentations, en 3 thèmes. Le premier de ces 3 thèmes, c'est transformer la douleur. Transformer la douleur. La douleur, elle est vive en Israël-Palestine, très, très puissamment ancrée. Elle irrigue les journées, elle irrigue les mémoires. Et souvent, elle dessine le futur. On en a parlé avec Marianne et Alice, et je voudrais vous entendre sur ce thème-là, parce que vous avez vécu dans votre chair ou la perte d'un frère ou la perte d'un mari. Marianne, comment est-ce qu'on fait lorsque, au-delà de ce que vous nous avez raconté de ce moment charnière dans cette maison, vous êtes au Pakistan, à Islamabad peut-être, à ce moment-là? Non, c'est ça? À Karachi, ouais. Oui, en effet. Comment est-ce que vous faites pour transformer au fil du temps qui passe? Il y a ces 3 premières semaines où vous vous dites c'est le contre-champ, moi je vais aller dans cette direction-là, mais transformer la perte de votre mari en un moteur de paix, comment est-ce qu'on fait? Yael n'a pas parlé? Ah bon? Ah bon? Ah ben, non mais attends, I'm very sorry. I thought sorry because okay, sorry. Mais si, non, je vous ai non, sorry, you know, Yael, I've been introducing you, but you didn't have the chance to introduce you, so please forgive me. Please forgive me. Non, mais eh bien, Yael, puisque le micro vous est arrivé et dans la main, dites-nous, oui, vous, comment est-ce que la femme que vous êtes, israélienne, vous m'avez parlé tout à l'heure de 2014, c'est pour ça que je me suis dit, tiens, elle m'a déjà dit les choses, mais vous ne l'avez pas dit à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Vous m'avez parlé de 2014 et vous êtes dit à ce moment-là, cette guerre, l'un des conflits, à part celui qui est en cours, le plus violent entre Israël et le Hamas, vous avez dit à ce moment-là, ok, moi je change de direction, je m'engage et je crée une association. Pourquoi cette guerre? Pourquoi 2014? Pourquoi ce moment-là? Okay. So, first of all, thank you for having the opportunity to listen to these all inspiring stories. And I want to answer the first question. Everything is okay? My husband is laughing because there is no one in the world that will stop me speaking. So, Bravo. so I'll share with you the moment that changed my life. Yeah, the very moment, you know, yeah. I'll do it. I was 12 years old. It's quite a long time ago. I'm now 68, so many years ago. And my oldest brother, my beloved brother, died in a war. One more unneeded, avoidable, stupid war. And at that moment, when in 1 second I understood the price of wars, I promised my parents, I was 12 years old, I promised them 2 promises. First of all, that I will make many grandchildren for them, so they will be happy. So that's the reason that I have many children, as you said. We have 6 kids. 6. And 13 grandchildren, which is the real secret of life. So this promise I fulfilled. And the second promise was that I will try my best to make peace, because there is no reason in the world that mother should bury her child. And this mission is the main important thing in my life, and I'm trying to do it everywhere. From that time, I was deeply involved in many activities, including the Israeli-Palestinian bereaved families. I was the chairperson there. I really believe that this is the right thing to do. And at 2014, I realized that something else should be done. The women's voice, the mother's voice, and I'll speak about it later. But I want to add that the sad part, first of all, the
sad personal part of my story is that my mother didn't succeed to see my kids, to see our kids, because she died from sorrow. And I think that every mother can understand it. It's when you lose your child. And the second sad part is that we didn't succeed yet. But I want to thank all of you for letting me personally to charge my battery here again and again, to see your eyes, to see your hearts, to see this support that we get. Both of us are suffering horrible days, so thank you so much. Bravo. Charger les batteries. Vous voyez à quoi sert tout ça en fait. En réalité, ce Forum mondial des femmes pour la paix et le travail infiniment précieux que font les guerrières de la paix. Charger les batteries, recharger les batteries. Marianne, donc c'est à vous à nouveau que je retends ce micro. Merci infiniment. On vous entendra évidemment, Yael, tout de suite. Mais prenez un micro, Marianne, parce que la question, elle s'adressait à vous autour du premier thème. Comment on transforme ? Clairement, comment on transforme, voilà, comment est-ce qu'on fait ? Donnez-nous la recette, donnez-nous la recette. Vous perdez votre époux, il est assassiné, et vous transformez ça en un moteur de paix. C'est quoi la recette ? Donnez-la à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Je ne sais pas si je suis la bonne personne. Je pense que Ali peut répondre peut-être mieux que moi. J'en sais rien. Je n'ai pas de recette. Un des éléments, en tout cas, c'est de comprendre profondément les intentions, en fait, de ceux que vous avez en face, de les comprendre intimement. Je savais quelles étaient les intentions d'Al-Qaïda en effectuant les massacres du 11 septembre, en exécutant mon mari. Je connaissais exactement quelles étaient leurs intentions. Et en fait, j'avais qu'un choix, qui était de me battre contre eux. C'était une guerre. C'était une guerre, sauf que mes armes à moi étaient l'inverse de ce qu'eux représentaient. Et donc, plus ils appelaient vers le clash des civilisations, plus moi j'allais travailler à réunir les peuples, à créer ce dialogue, à essayer de montrer l'exemple dans ma propre vie. J'étais aussi enceinte de 5 mois quand ça s'est passé. Donc j'avais un fils que je devais élever. Ce fils, je devais l'élever dans l'espoir. Et le seul espoir qui m'était accessible, c'était l'espoir qui provient de ce travail humaniste et de réconciliation des peuples et des voix et des dialogues. Donc je crois que le fait d'être journaliste, ça m'a beaucoup aidé parce que j'avais une connaissance assez intime de la réalité des gens autour de moi, au Pakistan, en Inde, ailleurs. Aussi, je crois que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'ai grandi à Paris, j'ai grandi entourée d'Arabes. Donc je les connaissais bien, j'avais été en Algérie une 20aine de fois. Personne n'allait me dire à moi ce qu'était un arabe ou un musulman. Donc le fait que ces gens-là kidnappaient leur propre religion était très clair pour moi. Donc je crois que c'est un élément de réponse, de connaître intimement l'intention des gens qui s'opposent à vous et de leur faire face, quoi. C'est une sorte de guerre. C'est un ressort très important, c'est savoir à qui on a affaire. En effet, c'est aussi quelque chose qui vous permet à un moment donné de contrer et d'aller tout droit vers la paix, en fait, en réalité. Mais d'abord, know your enemy, comme on dit parfois en anglais. C'est vrai que c'est important de le rappeler. Ali, puisque Marianne faisait référence à votre parcours, vous êtes palestinien, on est en 2025. C'est probablement pour les Palestiniens la période la plus effroyable qui leur a été donnée sur, je dirais, une génération, la vôtre, de vivre. Vous êtes lucide, vous savez ce qui se passe en Cisjordanie. La Cisjordanie est occupée, l'armée israélienne est postée, il est difficile de se déplacer d'une ville à une autre. Parfois on met 10 heures pour faire l'équivalent de Paris-Rennes ou Marrakech-Essaouira, alors que normalement on mettrait 2 heures, parce qu'il y a des checkpoints. C'est ça la réalité de la Cisjordanie où vous vivez. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas pris, vous, le chemin de la vengeance ?
because I didn't want to bury my just cause in the grave of hate. And I don't want to give any justification of violence that has been led against me. And number three, this conflict is so complex because today everyone is like playing the role of victim. And it has become this competition of suffering. And if I add more violence, more revenge, then the cycle will grow. So my purpose was not punishment. You know, I don't care about punishment because whatever I will do, my brother will not come back. And whatever that we will feel, people are dying over there every day, hundreds. Children, women. And number three, I'm a human being. I don't want to fuel this conflict. I want to stop it. And that's why it required one person to create war. But it requires millions to seize that war and seize that conflict. And this ugly competition of suffering has brought us to keep dying every day. I'm not a saint. I'm just a human being who have feelings. I definitely need justice. But I'm not conditioning my act over justice because I'm not expecting justice from anyone, especially from Bibi Netanyahu. And I don't feel that there are just solutions. I do believe in justice as value, but I don't think there are just solutions. There are fair solutions. So by the end of the day, I just want it to be normal, and even if I revenge the whole planet, it will never stop that time the tears of my mother. So that's why reconciliation is not about humanity. It's also about the ability to take responsibility and not to be led by these acts. Yael, avec vous justement, c'est une formidable transition que fait Ali, à la fois parce qu'il est palestinien, qu'il est votre voisin direct, vous êtes israélienne. C'est dans le prolongement de ce que vous avez soulevé tout à l'heure, le moment où vous-même vous basculez d'un état de tristesse à un état positif. Je vais m'engager, je vais changer les choses à ma mesure. Et quand on sait ce qui représente votre association aujourd'hui, il faut imaginer d'où vous êtes parti et où vous allez. Le deuxième thème, c'est justement, et c'est le thème de la table ronde, comment est-ce que de cette douleur transformée dont nous ont parlé Marianne et Ali, vous-même, vous en faites un nouveau narratif? Comment est-ce que vous écrivez cette histoire à partir des douleurs que vous avez vécues et comment vous les transformez? Mais une fois qu'elles sont transformées, comment est-ce qu'elles deviennent des histoires elles-mêmes à raconter et qui marquent les esprits et les cœurs? Thank you. Thank you for remembering me. Only one. Now you're a little afraid of me. It's good. Good relations. Elle a le sens de l'humour en plus, c'est sympa. I'm just laughing. It's okay. Really. Okay, so when my mother died from sorrow, as I told you, we found an envelope with poems that she wrote. We didn't know about it. And it was written on the cover, hopes and heartbreaking. And she crossed these hopes and heartbreaking and wrote
heartbreaking, and hopes. And this is the story of my life. And by the way, this is you can't read Hebrew, most of you, but this is the poems that she wrote, and I take it everywhere, that I will never, never forget the heartbreaking of mothers and the ability to transform it to hope. And hope for me is not optimism, especially in these days. It's so difficult. Optimistic is very nice and lovely opinion of life. Everything will be okay at the end. How it will go, who will make it, no matter, it will be. Nice ideas. But hope is something else. Hope has deep connection to responsibility, to act, to do things because it's your duty. And the ability to take this heartbreaking, these tears, and to transform it to activities, peace activities, I think this is the secret of the ability to change this world. And I have here in my hands, the name is the Mother's Call. We established our movement 11 years ago, and 5 years ago, our sister movement, the Palestinian movement, Women of the Sun, was established as step of partnership. And I hope all of you saw in this morning the amazing film about these amazing people, and I hope you met Rim Khajajra. She's my best partner. She's the leader of Women of the Sun. And together we wrote this Mother's Call. We did it 5 years ago. And it expresses the vision, the deep core of our partnership as mothers, the taking care of their kids. And it helped us to overcome these 2 terrible years, because we know, I'll read the first sentence, we Palestinian and Israeli women from all walks of lives are united in the human desire for a future of peace, freedom, equality, rights and security for our children and the next generations. We believe that the majority of the people of our nations also share our mutual desire. That's the basic of our partnership. And there is one sentence that I want to read from you, to you, because it's very relevant. We call on the women of the world to stand by us for a future of peace and security. And that's what I'm feeling is right now happening in this moment. Yael. So thank you. See, I have mine. Oh, okay. So I'll forget all your mistakes. The best thing is to do like this. And one more, 2 sentences. Okay. This Mother's Call became an energetic battery for our partnership, and it resonates all over the world. And there are many women that ask us to make it as big as possible, because this is the time for women, for mothers, to say stop this bloodshed. And we feel if we'll come together, all the women and good men, we are not forgetting the men, but we are the leaders in this process. We should stop this awful war. And this is our duty. And with you, we can do it. Thank you. Bravo.
Ça me permet, Yael, de glisser très rapidement et en transition vers le troisième thème qui va être consacré à la fois aux religieux et à la mémoire, parce que à travers la lecture des textes et l'interprétation qu'on en fait quand on est soi-même une voix religieuse, on est aussi porteur d'une certaine mémoire, et ça me permettra d'aller vous voir aussi, Abdallah, parce que vous en faites quelque chose de cette mémoire. Mais d'abord, Floriane, juste un mot. Israël-Palestine, c'est une terre saturée d'extrêmes religieux. Comment est-ce qu'on fait pour porter une voix, la vôtre, dans un contexte aussi saturé, sachant qu'une voix comme la vôtre, une voix de nuance, on ne va pas se cacher, c'est une voix presque inaudible, tellement dans le concert des vociférations et des cacophonies, des mots d'ordre et des slogans, plus on crie, plus on est entendu. Comment est-ce qu'on fait, en quelques mots, pour porter une voix spirituelle, religieuse, juive, et être entendu quand on n'est pas dans le repli, mais quand on va vers l'autre? C'est une bonne question. Et la première chose à laquelle je voudrais nous sensibiliser, c'est qu'est-ce qu'on décide d'appeler religieux? Qu'est-ce qu'on décide d'appeler spirituel? Et quelles sont les voies qu'on identifie comme spirituelles? Et nous choisissons qui est un ou une réelle leader ou leaduse. Et bien sûr, c'est pas moi qui maîtrise les médias, donc si des personnes qui peuvent faire vivre d'autres, qui ont le pouvoir de donner la voix à d'autres personnes qui sont dans le suprémacisme, si c'est ce qui se passe, je n'y peux rien. Mais par contre, ce que je peux faire, c'est porter ma propre voix chaque fois que c'est possible, et je pense encore une fois que c'est une des grandes choses que nous faisons ici, c'est de permettre à des voix alternatives d'exprimer des choses qui sont réelles et qui sont authentiques et qui sont, à mon avis, c'est pour ça que je suis allée faire des recherches, légitimes, bien au-delà de toutes les autres récupérations. Après, si je veux donner, je sais pas, 2 ou 3 exemples de ce qu'on a, de ce sur quoi moi je m'appuie dans la tradition juive pour donner de la force dans les moments difficiles, j'irai dans le même sens que ce qui a été dit. Ce qui est perdu est perdu, et on ne veut pas rester sur le passé. Et on peut décider de notre propre narratif. Et dans la tradition juive ancienne, ça s'appelle « Nous sommes sortis d'Égypte, nous sommes libres d'une liberté inaltérable ». Et comme on est sorti d'Égypte dans le passé, vous savez que ce n'est pas vrai historiquement, d'accord? La sortie d'Égypte, c'est très... Voilà. Mais ce n'est pas ça la question. La question, c'est le narratif. De même, moi, je décide que je me raconte que je suis sortie d'Égypte et que je me suis libérée et que donc plus rien au monde ne pourra m'opprimer. Un autre exemple, et ça on le partage avec différentes traditions, c'est qu'on considère que les êtres humains sont l'image de la divinité ou de la transcendance elle-même, et que porter atteinte à un être humain, c'est porter à la force de vie elle-même. Moi, cette image, ça me tient à cœur aussi de la faire vivre sur comment moi je me considère moi-même, ou comment chaque personne se considère elle-même, et de me raconter et d'entretenir en moi l'idée que ma dignité est inaltérable, quoi qu'il arrive. Et je rejoins encore ce que vous disiez tout à l'heure en disant « je ne suis pas maîtresse du narratif de ce que les autres racontent de moi ». Donc laissons tomber directement, j'y peux rien. Par contre, ce que moi je me raconte de moi-même, ce que moi je dis de moi-même, ce que nous disons ensemble, c'est quelque chose qui porte énormément de force. Et dans ce mode de décision, juste pour conclure, parce que vous le savez, lundi, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Bien sûr, à l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Exactement. Et aussi, Rosh Hashanah, le renouveau de l'année juive, essayer de tout recommencer. Et le mot-clé dedans, qui vient à la fois du Talmud et des textes centraux, c'est, permettez-moi de le dire en hébreu, et je traduis tout de suite, Teshuva, Tefila, Tzedaka, Ma'avirim et Roa Agezera. Teshuva, l'introspection, le fait de se changer soi-même, et changeons-nous nous-mêmes
en mieux en nous entraînant. Se changer soi-même, ça fait passer les choses négatives qui se présentent. Tefila, c'est ouvrir le cœur. Ça fait changer aussi, ouvrir le cœur, pouvoir partager comme on le fait ici. Ça permet de changer l'avenir. Et Tzedaka, c'est pas la moindre des choses, loin de là. C'est la justice sociale et le partage du pouvoir. Le partage du pouvoir fait partir la chape de stupidité qui nous enserre également. Donc je vais quand même dire Shana Tova. Bonne année pour celles et ceux qui comprennent l'hébreu. Et en fait, vous me tendez une perche parce que c'est vrai que dans la religion juive, Shana Tova, c'est la nouvelle année, c'est le changement. Et c'est vrai que quand je reprends cet appel, Yael, que vous avez lancé, le dernier mot, le dernier paragraphe, c'est « We call on our leaders to show courage and vision to bring about this historical change ». Donc, vous savez, le 23, le 22, donc lundi, parce qu'il est question de changement aussi, le président de la République française va reconnaître officiellement l'État de Palestine et c'est une façon de protéger une solution diplomatique, pas pour demain, mais dans longtemps. Parce qu'on a le temps file malheureusement et je voudrais entendre deux personnes qui sont ici. On a vraiment 2 minutes à peine. Je voudrais entendre Abdallah et Zor pour conclure. Donc Abdallah d'abord et Zor pour finir, parce que tous les deux, vous êtes dans le thème qu'on voulait aborder. Que nous dit l'histoire? Qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Quand on vient de quelque part, on sait où on va. Quand on sait d'où on vient, on sait où on va. Et vous avez choisi de vous pencher sur ça. Je vous demanderai malheureusement d'être un peu bref, parce qu'on a très très peu de temps encore. Mais dites-nous encore une fois ce que nous enseigne, encore une fois, ce que vous faites en termes de recherche. Donnez à toutes celles qui nous écoutent quelques clés. Merci Guillaume pour ces précisions, pour ces éléments de lumière et de réponse. Nous l'avons compris à travers les témoignages de chacune et chacun que les combats se gagnent sur les hauts plateaux de la dignité et du symbole. Et si cette dignité retrouvée, elle est plus que vitale, elle doit passer d'abord, elle requiert des investigations sur le terrain, bien évidemment des actions très concrètes. Et je voudrais partager avec vous certaines de nos actions au sein du Centre d'études et de recherche sur la culture et le droit hébraïque au Maroc, et d'une manière assez brève. Une fois ce centre a été lancé et il a fait l'objet de plusieurs conventions internationales avec beaucoup d'universités au Canada, en Israël et ailleurs en Europe, il nous est venu à l'idée de créer les clubs de coexistence dans la diversité. C'est une première au Maroc. Nous avons commencé avec un seul club ici, au lycée Akin-Soussa et Essaouira. Et aujourd'hui, le Royaume compte plus de 4200 clubs de coexistence dans la diversité. Ce sont des projets... Merci. Ce sont des projets éducatifs et culturels. Et je ne vous cache pas que la mémoire, certes, elle est importante de la préserver, mais elle est essentielle d'opérer ce que je qualifie d'une responsabilité morale, c'est-à-dire la transmission intergénérationnelle. Et c'est à travers ces clubs, bien évidemment, que cette mémoire, que ce patrimoine judaïo-marocain, en tout cas, nous, à notre échelle, on tente de le préserver à travers ces clubs. Alors, il y a eu d'autres initiatives, les écoliers de la paix. La semaine dernière, nous étions à Beit Dakira et nous avons lancé une belle initiative autour des identités culturelles, multiculturelles. Et les identités étaient au cœur de débats lors de ces échanges. Nous avons lancé, et encore une fois, c'est unique, c'est une première en Afrique et même une première, je dirais, même en Europe, au vu du format, l'Université des sciences, de la culture et du patrimoine. Et tenez-vous bien, c'est la première fois qu'en Afrique, il y ait une université des sciences de la culture qui est portée par la société civile et qui s'adresse à la société civile. Et donc c'est là où il y a cet engagement, cette détermination d'opérer une sorte de réorientation sur le plan anthropologique, sociologique, philosophique et autres. Juste un dernier mot. Je l'ai dit tout à l'heure,
l'humanité est une suite discontinue d'hommes libres qui isolent irrémédiablement leur subjectivité. Et ce Forum mondial des femmes, là je vois que c'est marqué pour la paix, mais vous êtes d'abord des femmes de la paix et pour la paix, bien évidemment. C'est pour moi, en quelque sorte, ce forum, une mise en demeure à la raison, pour que cette dernière puisse reprendre à la fois sa raison, mais aussi l'une des tâches les plus difficiles, c'est-à-dire la connaissance de soi-même. Kant, le philosophe allemand, a beaucoup théorisé là-dessus. Il y a aussi une autre théorie, mais plutôt anglo-saxonne, de John Locke, que lui ne parle pas de la prise de connaissance, mais plutôt de la prise de conscience. Et c'est à partir de là, connaître soi-même, c'est d'abord connaître l'autre, la part de l'autre qui est en nous. Et sans cette capacité d'opérer ce virage vers l'autre, sa culture, son identité, son histoire, il est impossible d'établir une connexion. Voilà. Merci Abdallah, merci beaucoup, parce que là encore, vous faites une transition idéale vers Zor, qui a la lourde charge de conclure. Connaître l'autre, c'est aussi connaître, comme le disait Abdallah, connaître son histoire, et c'est précisément ce que vous faites. La mémoire, elle est là, elle est en vous, vous gravitez en elle, elle gravite en vous. Qu'est-ce qu'elle a à dire, cette mémoire, cette coexistence ici au Maroc, entre deux communautés dont on a le sentiment en Israël-Palestine qu'elles sont séparées et qu'elles ne peuvent pas vivre ensemble? Or, vous montrez que si, parce que vous avez étudié cette histoire. Est-ce que c'est un chemin que vous avez tracé? Qu'est-ce que le Maroc peut nous enseigner? Écoutez, c'est très difficile en fait de parler après avoir écouté et entendu en fait les témoignages et ces narratifs là qui sont assez tristes. Moi, j'ai le cœur serré. Pendant 2 ans, nous avons le cœur serré. Et vous êtes la lumière là, justement, vous. Oui, justement, serré, mais quand même. C'est-à-dire là, au Maroc, je pense que nous sommes l'espoir et l'avenir. C'est-à-dire au Maroc, nous sommes l'espoir et l'avenir. Parce qu'au Maroc, nous sommes juifs et musulmans, nous travaillons sur notre mémoire et sur notre histoire commune. Et il n'y a pas que les juifs qui travaillent sur leur histoire juive au Maroc, et il y a les musulmans qui travaillent sur l'histoire juive. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, nous, oui, les juifs sont partis, beaucoup sont partis, il y a une petite communauté qui est encore là, mais il est très actif, il est en train de faire et réaliser des projets, mais de grands projets. C'est-à-dire, je peux rappeler ou bien ajouter des choses à ce qu'a dit aussi Ozitane. Oui, nous sommes l'exception. Quoique, moi, j'aime pas ce mot. Souvent, on dit oui, nous sommes l'exception, mais quand même, nous sommes en train de réaliser des projets pour l'avenir et pour préserver notre mémoire. C'est-à-dire, au Maroc, nous avons ce musée-là, dans lequel je travaille. D'ailleurs, c'est le premier musée juif dans le monde arabo-musulman. Et au Maroc, aujourd'hui, nous n'avons pas que ce musée qui est à Casablanca. Nous avons aussi Beit Dakira. Et en 2022, nous avons ouvert un autre musée juif séfarade à Tanger, qui s'appelle Bet Yehuda. Ça veut dire au Maroc aujourd'hui, les dernières 20 années, il y a, si vous voulez, un certain éveil. Nous sommes là, juifs et musulmans, nous travaillons sur cette composante que quelqu'un parmi nous l'a rappelé, je pense aux Ozitane, oui, c'est-à-dire dans la constitution de 2011, pendant cette période du printemps arabe, quand même, le Maroc a corrigé sa constitution et l'a cité et mentionné comme quoi la composante hébraïque, c'est une partie importante dans l'identité culturelle plurielle du Maroc. Au Maroc, il n'y a pas que des arabo-musulmans, il n'y a pas que des amazirs, des arabo-musulmans. Il y a des juifs, il y a des africains, il y a des andalous, des méditerranéens. Il y a aussi, il faut le rappeler, l'affluence sahraoui, hassani. Donc, ce que nous sommes en train de faire, nous sommes un modèle et un exemple pour la région. Et surtout, ce que nous sommes en train de faire au Maroc, ça, je dois le rappeler autant que marocaine musulmane. C'est-à-dire, nous sommes en train de travailler surtout au musée, là où je suis, d'essayer de raconter justement dans ce cadre des narratifs. Nous sommes en train de refaire la scénographie de notre musée, essayer de revaloriser, parce que le musée, il faut le rappeler, dans tout le monde entier, il n'y a que des musées, en fait, si on peut dire, des musées de la culture juive ashkénaze, la culture juive occidentale, tout ce qui est judéo-chrétien, en Europe, aux États-Unis, au Canada, partout. Vous savez comment... Dans le monde arabo-musulman, nous avons une histoire, une mémoire juive très riche, entre 2000 ans et demi et 3000 ans. Aujourd'hui, c'est le moment, c'est à nous de raconter notre histoire, c'est-à-dire juifs et musulmans originaires de cette région, parce que nous avons un héritage judéo-arabe qui est produit de la culture et de la civilisation musulmane qui est très riche et qui n'est pas valorisé aujourd'hui. Si vous voulez, le musée juif de Casablanca, il est la voix de ce judaïsme marocain qui est un fruit, qui est un produit d'une civilisation arabo-musulmane.
Il y a l'héritage juif très riche de Damas, de la Syrie, de l'Irak, de Bagdad, Bien sûr. de l'Yémen, de l'Égypte, la Libye, de la Tunisie, l'Algérie, le Maroc. Ben, c'est un héritage juif, pas que séfarade, hein, parce que souvent, en fait, les chercheurs juifs en Europe, aux États-Unis, ils commettent une erreur. Pour eux, le judaïsme, il n'y a que le judaïsme ashkénaze, le judaïsme séfarade. Il n'y a pas que ça chez nous. Il y a un judaïsme plus ancré qui est le judaïsme amazigh, qui a 2,5 millions. Puis après, c'est ça, c'est-à-dire nous sommes l'exemple, nous sommes le modèle, Mais et nous voilà sommes pourquoi l'avenir et l'espoir. Mais oui. C'est-à-dire nous, on ne fait pas de distinction. Moi, je suis musulmane, mais je suis passionnée pour protéger cette partie juive qui est en moi. Cette partie, parce que ça, c'est de l'histoire. Pourquoi le cacher? Pourquoi l'effacer? C'est ça ce que j'ai dit au début. Les Marocains n'ont pas de déni. On ne rejette pas notre identité juive. On est là pour la valoriser, comme ce qu'on fait par rapport à l'héritage, je ne sais pas, arabo-musulman, amazigh. Ça, c'est en fait, notre mission à nous aujourd'hui, en tant que conservateurs dans le monde. Donc moi, ce que je demande, par exemple, mon espoir et mon rêve, c'est qu'un jour, je peux monter une belle exposition de ce judaïsme qui est produit de cette belle culture et civilisation arabo-musulmane. Parce que le juif s'entend avec les musulmans. Bientôt à Jérusalem. Il faut casser les préjugés. Bientôt Et à donc, Jérusalem. oui, mais c'est là le rôle des musées. C'est-à-dire pendant ces périodes de tension, de conflit et de guerre, c'est là la mission d'un musée ou des musées. Voilà. Merci Zor, merci à toutes et tous. Magnifique parce qu'en fait vous êtes à la fois l'histoire et un avenir possible. Merci, voilà, c'est ici que cette table ronde elle se conclut. Merci infiniment pour la préciosité de vos témoignages. Merci aux guerrières de la paix, à Anna Souline et à toutes celles et ceux qui l'entourent d'avoir construit un moment si précieux. J'espère que ça a mis une toute petite graine au fond de vos esprits. Moi, oui. Et une graine, c'est destiné à devenir un arbre avec de grandes feuilles. Un arbre, c'est millénaire parfois. C'est comme l'histoire judéo-marocaine, c'est pluricentenaire, plurimillénaire. Moi, je voudrais simplement terminer sur une formule très très simple à comprendre. À la fin, on gagne. À la fin, on gagne. Et si on ne gagne pas à la fin, c'est que ce n'est pas encore la fin. Voilà. Merci.